Comment gagner de l'argent dans le secteur du transport? Certains d'entre vous l'ont peut-être suivi, mais il y a de cela un peu plus d'1 an, j'ai fait une interview d'un milliardaire africain, M. Sapou, dans laquelle il nous expliquait comment il était parti de rien du tout dans la société à multimilliardaire grâce au domaine du transport. Et comme on est sur la route aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être une excellente opportunité de parler du business du transport afin de partager avec vous les opportunités dont regorge ce secteur-là. Le secteur du transport, c'est un secteur énormément lucratif dans lequel on peut devenir, mais vraiment très rapidement, multimilliardaire en francs CFA, à condition de savoir comment ça marche. La bonne nouvelle, c'est que je suis avec aujourd'hui un spécialiste du secteur, mon frangin, qui connaît très bien, du bout des doigts, comment fonctionne le secteur du transport au Cameroun au moins, et qui va nous expliquer dans les grandes lignes ce qu'il faut savoir si on veut réellement réussir dans ce secteur-là. Quel type de budget il faut prévoir? Quel type de véhicule il faut choisir? Quelle marque de véhicule il faut choisir? Comment faire pour se lancer? Quel type d'activité? Parce que dans le transport, il y a plusieurs niches, plusieurs secteurs. Cette vidéo va vraiment vous ouvrir les yeux sur ce qu'il faut savoir dans le secteur du transport. Et puis comme on est sur la route, il y a des chances que l'on aperçoive les véhicules dont on parle en passant. Ça pourrait être l'occasion de vous les montrer pour que vous puissiez voir directement de quoi est-ce qu'il est question. Bonjour Axel. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter l'exercice pour vulgariser le domaine du transport qui est ton domaine attitré, dans lequel tu as fait tes études et dans lequel tu as travaillé jusqu'à présent. Il faut préciser que très rapidement tu es parvenu à devenir directeur logistique dans une société de la place, ce qui est quand même à remarquer pour quelqu'un d'aussi jeune que toi. Donc, déjà, le secteur du transport. Tu avais suivi l'interview comme tout le monde sur la chaîne. Est-ce que c'est un secteur qui rend réellement multimilliardaire? Alors, comme beaucoup de gens le savent, mais ne le comprennent pas, pas toujours, le Cameroun est un hub. En logistique, on définit un hub comme une plateforme logistique dans laquelle il y a beaucoup d'échanges de flux. On va s'arrêter sur le flux de marchandises parce que c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Et dans le Cameroun, de par sa position géographique, dessert pratiquement tous les pays d'Afrique centrale. J'ai compté le Gabon, le Congo, la Guinée, la Centrafrique, le Tchad. C'est un très gros flux de marchandises. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est principalement dû au port, il faut le préciser. C'est-à-dire que plusieurs de ces pays-là sont enclavés, donc ils n'ont pas d'accès à la mer. Exactement. Et ils font donc décharger leurs marchandises au port de Douala. Exactement. Et donc, de fait, le Cameroun devient un hub parce que c'est du Cameroun que partent les marchandises pour tous ces pays-là. Exactement. Ça veut dire que si demain le gouvernement camerounais se fâche avec un pays là-bas, il fait ils n'ont pas à manger. C'est incroyable quand même, c'est incroyable le niveau de pression que peuvent subir ces pays-là, rien qu'à cause de l'enclavement par rapport à l'eau. Ok, donc du coup ça crée une opportunité énormissime en transport. Ça crée une opportunité énorme, surtout avec la venue du port en eau profonde de Kribi, qui fait toute la différence avec le port de Douala, qui jusqu'à présent était assez restreint dans ses capacités de réception, à la fois des navires, mais surtout des marchandises. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer ça justement? Quelle est la différence entre un port Justement, j'en viens. Ouais. Donc, le port de Douala qui a une restriction à cause de son incapacité à transporter, pour les navires, à transporter un certain tonnage. À cause de son tirant d'eau. À cause de son tirant d'eau. Alors, c'est quoi le tirant d'eau? Explique-nous le tirant d'eau. Le tirant d'eau d'un navire ou d'un objet flottant est la partie immergée de l'objet flottant. Le tirant d'eau est la profondeur de la partie immergée d'un objet flottant.
Alors ça peut être un navire, ça peut être une bouteille d'eau. Lorsque vous mettez une bouteille d'eau vide, fermée, ou à demi-plein, vous mettez une bouteille d'eau à demi-plein, fermée, de manière latérale, dans une bassine, la partie de la bouteille d'eau qui est immergée dans la bassine, la profondeur, c'est-à-dire cette distance-là, représente le tirant d'eau. Tout à fait. Voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand vous voyez un bateau ou un navire au-dessus de l'eau, la partie en dessous de l'eau est plus grande que la partie qu'on voit au-dessus de l'eau. Exactement. Exactement. Et le tirant d'eau donc est mesuré par un calcul bien précis à travers des lignes métriques qu'on va retrouver à l'avant, à la poupe, à l'avant et à l'arrière et au milieu du navire. Et donc quand on a fait cette mesure, on peut savoir quelle est la profondeur de la partie immergée dans l'eau. Et à partir de ça, on peut savoir si oui ou non le navire peut prendre le canal. Alors la différence avec le port de Douala et le port en eau profonde de Kribi. Kribi, c'est la cité balnéaire au Cameroun, c'est une cité balnéaire et c'est la ville dans laquelle le Cameroun vient de réaliser un très très gros port. Je crois que c'est l'un des plus gros ports de la côte ouest africaine. Donc c'est vraiment un très très gros ouvrage. Exact. Et dans la différence qu'il y a entre le port de Douala et le port en eau profonde de Kribi, c'est lié tout simplement sur la nomination aussi. C'est-à-dire que le port de Kribi a une profondeur inestimée par rapport au port de Douala qui a une profondeur qui est faible, qui varie entre 6 et 7 mètres. Ouais. Ça veut dire que les bateaux, les navires qui ont un tirant d'eau, comme on a expliqué ce que c'était que le tirant d'eau, ça veut dire que les navires qui ont un tirant d'eau supérieur à 7 mètres ne peuvent pas accoster au port de Douala aujourd'hui. Or, justement, oui, c'est une précision. Vas-y. Lorsque la marée est basse. Voilà, parce qu'il y a une question de marée aussi. Alors pourquoi aujourd'hui, donc, en gros, les gros bateaux ne peuvent pas accoster quand la marée est basse. Il faut attendre que la marée soit haute pour que les gros bateaux, certains gros bateaux d'ailleurs, puissent accoster. Il y a ce qu'on appelle gros bateaux ici, chez nous, les navires. Ce qu'on appelle navire ici chez nous, la plus longue distance vue a été de 210 mètres. Et ce n'est rien comparé aux navires qui normalement font dans les 350 et 400 mètres de longueur. Dans le monde entier, oui. Dans le monde entier. Et ces navires-là, par contre, ne peuvent pas accoster au port de Douala. Par contre, au port de Kribi, facilement. Donc du coup, vous avez deux processus. En fait, il faut expliquer quand même que c'est aussi le Cameroun qui construit le port en eau profonde de Kribi parce que ça ouvre de nouvelles perspectives. Parce que si vous avez bien compris ce qu'Axel vient d'expliquer, en réalité, aujourd'hui, du moins avant, le Cameroun ne pouvait pas recevoir pas mal de gros navires. Or, qui dit gros navire dit que tu peux transporter beaucoup plus. Avec un seul navire, un gros navire peut prendre sur lui la cargaison de 2, parfois même 3 petits navires. Exactement. Donc, quand tu ne peux pas recevoir des gros navires dans ton port, tu te prives d'un gros trafic mondial. Parce qu'une grande partie du trafic mondial se fait avec les très gros navires. Et donc, pour corriger ça, il a fallu aller créer un autre port à un autre endroit dans le pays, dans lequel naturellement on avait une profondeur beaucoup plus conséquente, permettant à des gros navires d'arriver. Je te laisse continuer. Exactement. Et donc, lorsque cela est dit, on se rend compte que le port en eau profonde de Kribi est venu rajouter est venu accroître le flux de marchandises, non seulement qui entre au Cameroun, mais aussi dans la sous-région. Tout à fait. Et donc, il y a changement de mode de transport.
on va automatiquement quitter du mode maritime au mode terrestre. Oui. Le mode terrestre qui peut se faire donc de deux façons au Cameroun, soit routier, soit ferroviaire. Et le mode le plus utilisé, de toutes les façons, le mode qui dessert la sous-région est le mode routier. Donc il y a énormément de potentiel dans le transport routier au Cameroun. Et effectivement, c'est un business dans lequel beaucoup de gens pourraient se positionner aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on puisse, déjà avec le port de Douala, on n'arrivait pas à satisfaire la demande nationale, pour ne pas dire internationale, en Interland. Et maintenant donc, avec l'arrivée du port de Kribi, qui n'est même pas encore à 50% de sa capacité, ça a rajouté du flux de marchandises et oui, il y a du business. C'était super important de faire cette première partie pour que vous compreniez d'où vient le besoin en transport. Et là, je pense que c'est clair pour tout le monde. Le besoin en transport vient de ce que il y a deux paramètres super importants. Beaucoup de pays autour du Cameroun sont enclavés, donc doivent passer par le Cameroun. Et deuxièmement, le seul moyen par lequel tous ces pays-là sont desservis, c'est par les routes. Or, comme nos pays ne fabriquent pas beaucoup, ne produisent pas beaucoup ce qu'ils consomment, la plupart de ce qu'on a besoin pour vivre dans nos pays vient de l'étranger. Et comme pour communiquer avec l'étranger, on a besoin de deux canaux, soit l'aérien, soit le maritime, et que l'aérien est hors de prix, et bien toutes les marchandises viennent par maritime. Que ce soit les voitures, parce que vous voyez qu'il y a plein de voitures ici. Toutes les voitures que vous voyez là devant nous sont arrivées dans ce pays par bateau. Toutes, sans exception. Que ce soit par le port de Douala ou par un autre port dans la sous-région, les marchandises arrivent ici par bateau. Et ce qui est vrai ici est vrai dans les autres pays de la sous-région. Donc, en réalité, énormément de flux de marchandises arrivent dans nos pays par bateau. Énormément de flux. Et donc, la question qui se pose donc était de savoir comment on fait pour pouvoir acheminer donc toute cette marchandise du port, d'abord pour la consommation locale, parce qu'il faut le dire, beaucoup de marchandises qui arrivent ne sont pas à direction de la ville de Douala, ville dans laquelle il y a le port. Beaucoup doivent desservir des usines qui ne sont pas du tout à Douala, dans d'autres secteurs du pays. Et puis une certaine partie doit sortir pour aller alimenter 6 pays. C'est énorme, 6 pays autour qui dépendent du même port. Donc en fait, les infrastructures portières ici sont dédiées à 7 pays. Et donc le transport qui est organisé pour 7 pays. Donc vous comprenez donc que quiconque se lance là-dedans est dans un secteur hyper lucratif. Voilà pourquoi est-ce que vous allez vous rendre compte que des acteurs comme Vincent Bolloré se battent pour détenir le port de Douala. Parce qu'avec le port de Douala, en réalité, il a 7 pays dans la main. 7 pays. Mais en plus du port, des sociétés comme Bolloré font du transport. Parce que justement, ils ont compris qu'il y avait énormément d'argent à se faire, en plus du port, dans l'acheminement des marchandises. Maintenant donc, qui dit transport de marchandises dit poids lourd. Là vous en voyez, on voit du bois qui ne fait que sortir du pays là. Depuis tout à l'heure, observez bien toutes les billes de bois que l'on va traverser. Il y en a énormément. Donc, quels sont donc les types de véhicules que l'on rencontre dans le transport? Là on vient de voir par exemple, comme ici, des véhicules qui ont des conteneurs. Tout à l'heure, on a vu des véhicules qui ont des billes de bois. Quels sont les types de véhicules qu'on utilise? Là, tu vois, on a des billes de bois. Juste après, on a des châssis vides. Quels sont les types de véhicules dont on a besoin donc pour le transport de marchandises en Afrique? Alors, on a plusieurs types de véhicules que l'on peut utiliser.
selon qu'on soit en conventionnel ou en conteneur. Le conventionnel, c'est tout ce qui est marchandises non conteneurisées. Il faut prendre cette définition aussi simplement que ça. Alors ça peut être de la ferraille, ça peut être du bois, ça peut être bref, tout, du riz, du ciment, tout ce qui est non conteneurisé. Et maintenant tu as le conteneur qui est une sorte de conditionnement en transport routier et maritime et même aérien en fonction du type de conteneur. Et donc, en fonction du type de marchandises que tu transportes, il y a des véhicules qui sont appropriés. Et il faut noter cependant que une semi-remorque est un ensemble articulé. Articulé en deux éléments. En tracteur et en remorque. Et la semi-remorque est l'élément le plus stratégique et le mieux adapté pour le transport en Afrique. Quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je parle de stratégie. Alors, devant nous par exemple, nous avons une semi-remorque. Oui, le véhicule en face de nous, oui. Oui. C'est un ensemble articulé. Ce tracteur a à son dos une remorque de bois. Une remorque dont la structure est faite pour le transport du bois en grume. Uniquement en grume. Le camion, il vient de passer. Derrière, nous avons encore un autre ensemble articulé qui est devant nous. Tu peux le doubler, on va justement. Celui-ci, oui. C'est aussi un ensemble articulé. Un tracteur. Le tracteur, c'est la tête jaune là. Un tracteur. C'est lui qui tracte. Exactement. Et l'ensemble articulé, c'est ce que vous voyez derrière qui est tracté. Et un plateau. Un plateau, oui. L'ensemble articulé, c'est les deux. Oui, le tracteur articulé, oui. Et la remorque. Et la remorque, autant pour moi. Oui. Seulement la remorque peut être de plusieurs formes. C'est ça, oui. Et vous avez donc un ensemble articulé et vous avez un camion plein. Qui par exemple, lui par contre, on ne peut pas faire la différence entre le tracteur et la remorque parce que c'est un seul élément. Ce qu'on appelle communément un camion. Un camion. Une benne. Voilà. Un camion benne qui par exemple transporte du sable. C'est-à-dire les deux sont liés, on ne peut pas les séparer. Exactement. Or ici on a un tracteur à la tête et à l'arrière. Exactement. On a un porte. Là par exemple, celui-ci, là on n'a que la tête. Avec la remorque. La remorque est au-dessus de lui. Oui, il a mis sa remorque au-dessus. La remorque, oui, exactement. Les camions qui transportent le bois ont cette spécificité-là de mettre leur remorque au-dessus de... Parce que rouler, étant donné que la remorque est très légère, parce qu'elle ne tient que sur 2 ou 3 tiges, rouler sur cet axe, rouler à pleine vitesse, avec cette remorque très légère peut causer des accidents. Tout à fait. Et donc, il est même pratiquement impossible de rouler avec cette remorque si elle n'est pas chargée. Parce qu'elle n'a aucun poids et donc ça peut balancer de tous les côtés. Tout à fait. Et donc, les camions ont la capacité de charger cette remorque ces remorques sur leur dos pour aller porter le bois. Juste pour faire une parenthèse, ce type de remorque est utilisé tout simplement parce que le bois est facturé à la mesure, son volume et son poids. Et les bois sont très lourds pour la plupart. Et donc pour éviter des pénalités de pesage sur la route, c'est ce type de remorque qu'on utilise parce qu'elles sont très légères. Lorsque vous montez sur une station de pesage, le dispositif calcule votre poids intégral. Donc il prend compte du poids de l'ensemble articulé avant de déduire la marchandise. Or, si vous avez atteint un certain tonnage, vous allez devoir payer les pénalités sur la route. On reviendra prochainement sur comment est-ce que fonctionnent les stations de pesage, communément appelées chez nous les ponts bascules. Donc, vous avez donc les ensembles articulés et les camions simples. Les camions
les véhicules dont les plus utilisés sont les ensembles articulés, tout simplement parce que elles permettent une bonne utilisation, une utilisation stratégique du parc. Ça veut dire que vous pouvez décider aujourd'hui d'avoir 10 camions, 10 tracteurs et 20 remorques. Ouais, donc 10 têtes et 20 remorques. Et 20 remorques. Ok. Avec vos 10 tracteurs, vous pouvez effectuer 20 livraisons. Comment ça? Ça veut dire que si par exemple, je dois transporter des conteneurs sur une distance très courte, 5 km, je peux avec mes 20 remorques et 10 tracteurs, chacun fait 2 tours. Je transporte mes conteneurs tranquillement. C'est-à-dire j'attelle la remorque, l'attelage, c'est-à-dire que le tracteur va s'agripper à la remorque. Je vais chercher mon conteneur au point A, je le ramène au point B. Au point B, je dételle la remorque et je laisse chez le client avec le conteneur. Et je repars avec mon tracteur, atteler la deuxième remorque vide. Je repars chercher le deuxième conteneur. Je ramène encore chez le client et je peux cette fois-ci dételer en espérant peut-être qu'il ait vidé déjà le premier conteneur que j'ai laissé chez lui. Dans ce cas, je dételle le deuxième, je récupère le premier qui est vide, je ramène ça chez la cognée, le prestataire en charge des conteneurs, et le temps de revenir, je trouve peut-être que le deuxième aussi est vide. Et donc je peux faire 20 livraisons sur un client avec 20 remorques et 10 tracteurs. D'accord. De façon stratégique. Et les tracteurs, les remorques elles-mêmes ont plusieurs spécificités. Vous avez des remorques qui ont 3 essieux. Ouais. Donc l'essieu, c'est là pour parler de façon simple, la tige qui relie sur lesquelles est fixé les pneus. Donc vous avez des remorques comme celle-ci qui ont 3 essieux. Et vous avez des remorques qui ont 2 essieux. En fonction du type de route, vous choisissez le type de remorque. En fonction de la charge de la marchandise, parce que l'essieu est fait pour amortir la charge de la marchandise. Donc plus il y en a sur une remorque, plus la charge est amortie. Et moins on a de pénalités sur les stations de pesage. Donc, en fonction du poids de la marchandise, vous choisissez le type d'essieu pour le transport. Et donc vous allez vous rendre compte que pour la plupart des marchandises qui sortent du Cameroun et qui vont desservir les pays en Interland sont transportés par des véhicules, des ensembles articulés, tracteurs et remorques. Et pour la plupart ont des remorques 3 essieux. Et pour la plupart ont des tracteurs 10 roues. Parce que même les tracteurs sont faits à 2 ou 3 essieux. Même les tracteurs sont faits à 2 ou 3 essieux. Vous avez l'essieu directionnel naturellement qui tient le volant. Et vous avez 2 ou 1 essieu à charge qui supporte le poids de la marchandise lorsque il est attelé à la remorque. Donc voilà les 2 types de véhicules qu'on a, et les plus utilisés sont les ensembles articulés parce qu'ils procurent le maximum de satisfaction en termes de coût, en termes de gestion du flux, dans les délais et autres et tout ça. D'accord. Donc là, est-ce qu'il y a des marques particulières qui sont plus recommandées? Alors, sans vouloir faire de publicité, recommander... La Mercedes, non? Recommander... Je vois beaucoup de Mercedes ici. Recommander... Non, mais on constate que la marque la plus utilisée
utiliser de toutes les façons est la marque Mercedes. Pour les deux, hein, que ce soit les semi-remorques ou les camions. Hein. Pour les deux, Ouais. c'est la marque Mercedes. Il y en a énormément sur la route. Après Mercedes, vous avez Renault. Ok. Les Renault aussi. Mais on se sent beaucoup plus à l'aise avec les marques Mercedes parce que à la fois il y a la disponibilité des pièces, mais aussi il y a la main d'œuvre nécessaire, hein, les techniciens nécessaires en termes de panne, pour les réparations et autres, tout ça. Et en termes de conduite, c'est un camion assez vulgaire, donc il est plus facile de trouver. La majorité des chauffeurs que vous trouverez vous diront qu'ils ont commencé dans des Mercedes. Et donc oui, c'est actuellement le véhicule le plus utilisé. Mais les Chinois sont en train de ravir le marché parce qu'ils sont venus avec des camions qui ont un plus petit bagage électronique que les Mercedes. Alors, ce qui dérange beaucoup plus dans les véhicules, même que ce soit des camions, des semi-remorques, ou que ce soit des véhicules de tourisme comme le nôtre, c'est parfois le bagage électronique. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens n'aiment pas les Peugeot. Beaucoup de gens n'aiment pas les Peugeot parce que quand ça commence à bugger, le dispositif électronique est difficile. Et les techniciens, il n'y a pas énormément de techniciens qui puissent prendre en charge les Peugeot au Cameroun et résoudre un certain nombre de problèmes. Donc parfois, même quand il y a un problème de Peugeot, il faut aller chez Peugeot, qui même n'a pas beaucoup de représentation, ou parfois il faut aller chez Camille Toyota qui essaye de faire des réparations de plusieurs types de marques. Et donc c'est pareil pour les camions. Les camions, l'Europe est allée vers beaucoup plus comment est-ce que j'appelle ça? Les camions qui sont faits en Europe sont de plus en plus ont de plus en plus de technologie informatique. Donc le circuit informatique est énorme. Même pour baisser les vitres, pour lever le siège, il y a beaucoup plus d'informatique que de mécanique. Même pour les véhicules semi-automatiques et autres. Or, les Chinois, aujourd'hui, non pas parce que ils ont compris que c'est un problème, mais dans une politique de réduction des coûts, parce qu'ils font des camions très moins chers. Oui, ça c'est vrai. Ont mis très peu de dispositifs électroniques dans les camions. Et du coup, ça arrange énormément de transporteurs parce que quand le camion est gâté, on a beaucoup plus à faire à un problème mécanique électronique et on peut facilement le résoudre. Tout à fait. Donc du coup, il y a OWO, il y a... OWO, c'est une marque chinoise. C'est une marque chinoise. Il y a Chino Hydro, CHNC, ou CH quoi là, qu'on retrouve aussi beaucoup. Il y a cette marque-ci. Ça, c'est Photon. Photon, ok. Qu'on retrouve aussi beaucoup. Donc voilà, il y a plusieurs marques qui sont utilisées. Mais en termes de qualité, il y a les Mercedes. Bon, maintenant, je n'avais pas vu celui-là. Ouais, j'ai vu ça. Bon, maintenant, en fonction du type de route aussi, il y a des camions spécifiques qui sont achetés. Par exemple, pour faire les forêts, il y a des camions qui ont un double blocage, c'est-à-dire 2 4x4 intégrés dans Mercedes, mais aussi il y a des camions qui ont une meilleure hauteur. En fait, en gros, ce que je comprends bien, c'est il faut d'abord choisir le secteur dans lequel tu veux te lancer pour par la suite aller acheter le type de véhicule approprié. Il faut choisir le secteur
C'est pour ça qu'on a commencé par dire qu'il y a plusieurs types de marchandises. Et on peut faire dans le transport en conventionnel et on peut faire dans le transport en conteneur. Et il faut choisir premièrement le type de marchandise qu'on va transporter. Il faut choisir le type de trajet qu'on va effectuer. Parce que si vous prenez par exemple une Mercedes, une 2031 ou bien une 2235 et que vous la mettez, vous ne pouvez pas la mettre en forêt. Cette marque de camion ne peut pas aller en forêt parce que c'est un camion, c'est une berline. Pour dire ça comme ça. C'est une berline. C'est un camion qui est tellement bas qu'il n'est même pas à 15 cm du sol. Ah oui, d'accord. Et donc, il est utilisé uniquement, il est fait que pour des routes bitumées, pour le goudron. Et si vous amenez ce camion donc sur la forêt, bah, il est très fort probable que vous allez casser. Qu'il se casse, effectivement. Donc, il faut choisir le type de route sur lequel on va aller, le type de marchandises qu'on va transporter, avant maintenant de se décider sur le type de camion qu'il faut acheter. Ok, d'accord. Maintenant, il y a des solutions optimales aussi. C'est-à-dire qu'on achète les meilleurs des meilleurs en se disant, et c'est ce qu'il faut faire, je pense, surtout dans un pays comme le nôtre, il faut acheter le best des best, à la fois en termes de capacité à charge, en termes de charge utile, en termes de route et autres, qui peut prendre tout terrain. Il faut acheter le best des best, parce qu'on dit bien qui peut le plus, peut le moins. Peut le moins. D'accord. Donc voilà, c'est à peu près ça. Alors les camions coûtent à peu près combien ici au pays? Ou alors il faut les acheter à l'étranger? C'est une question de budget. Je conseillerais tout le monde d'acheter des camions neufs. Ah oui? Ouais, clairement. Vous achetez un camion neuf, avec l'entretien, il faut compter 5 ans. Et on le rentabilise en combien d'années? En fonction de l'activité. Un camion peut faire 10 ans sans être rentabilisé si vous n'avez pas de marché. Mais si vous avez un marché normalement, sachez que votre camion doit vous ramener de l'argent au moins tous les 2 jours. S'il fait les lignes internationales, s'il fait les grandes lignes, s'il fait l'interurbain, autant pour moi, les voyages Douala, Yaoundé et autres, il doit vous ramener de l'argent au moins tous les 2 à 3 jours. Et s'il travaille dans la ville, il doit vous ramener de l'argent tous les jours. Tous les jours. Mais un camion neuf, c'est super cher. Ça coûte 150 millions. Non. Un tracteur neuf, on peut l'avoir dans les 60 à 65 millions, hein, une Mercedes. L'ensemble ou juste le tracteur? Moi, je te parle du camion complet. Tracteur, remorque. La remorque, faite par l'un des prestataires que j'aime bien au Cameroun, peut te revenir à 18 millions. Donc, avec 80 millions, on a les deux. On a les deux. Millions, ça fait quoi? 120 000 euros à peu près pour un seul camion. Et il faut combien de camions pour démarrer? Pour démarrer, si vous n'avez pas d'argent, achetez au moins 2 camions. Maintenant, si vous en avez, n'achetez pas plus de 5. Entre 2 et 5. Entre 2 et 5. Il ne faut jamais faire l'erreur d'acheter un camion. Pourquoi pas commencer par un seul camion? Je pense que je l'avais déjà dit une fois. Lorsque vous avez un seul camion, s'il tombe en panne, par exemple, vous n'avez aucun autre élément qui peut vous permettre d'avoir de l'argent pour dépanner celui-là. Alors que de manière stratégique, lorsque vous avez 2 camions, si un tombe en panne, vous pouvez utiliser l'argent, vous pouvez travailler avec un pour réparer l'autre.
Et là, je parle de grosses pannes. Hein. Parce que le camion, ça s'achète cher. Et c'est pour ça qu'il est bien de prendre un camion neuf en fait. Parce que vous êtes sûr que des grosses pannes comme moteur, boîte de vitesse et autres, vous ne les aurez pas d'aussitôt. Parce que ça coûte quand même des millions en termes de réparation et d'achat. Maintenant, si vous prenez des camions en occasion, assurez-vous qu'ils soient en bon état aussi. Mais si c'est un camion en occasion, donnez-vous en transport des marchandises 3 ans maxi avec. Sinon, vous allez commencer à remettre tout l'argent que vous avez pris, tout le bénéfice que vous allez le remettre sur le camion. En frais de réparation. En frais de réparation. Ok. Mais en toute chose, l'utilisateur est un élément très important. Que ce soit pour l'utilisation d'un téléphone, d'un vélo, d'une télé. Lorsque l'utilisateur s'y connaît et maîtrise l'outil, ça met plus lent. Donc l'une des difficultés qu'on a parfois au Cameroun, c'est de trouver des bons chauffeurs. Le bon chauffeur, c'est pas seulement celui qui maîtrise la route, mais c'est aussi celui qui comprend son véhicule. Exactement, qui connaît son véhicule, qui le comprend et surtout qui a une bonne moralité. Parce que il n'y a pas seulement que le carburant qui se vend sur les routes. Les camions qui font les lignes internationales, pour la plupart vendent des pneus. Oui, tu as un chauffeur qui te fait la route, arrivé à un certain niveau, il te vend le pneu avec lequel il revient. Parfois il te vend le pneu de secours. Il te dit que l'autre a éclaté, il a monté. Ou parfois il te vend le pneu qui est monté, on le chausse des pneus beaucoup plus usés que ça. Ça se fait sur la route. Parfois c'est une pièce qui est démontée, vu que tu n'es pas là, il est au Gabon ou à la frontière. Comment est-ce que tu fais pour savoir si il a un problème de pompe d'injection qui coûte 1,3 million ou qu'il a un problème je sais pas moi, un problème de booster d'embrayage, un problème de booster d'air, ainsi de suite. C'est des petits trucs qui coûtent 300, 500 000 et qu'on démonte facilement, on te met un faux, enfin une vieille pièce, et c'est des trafics qui se font sur la route. Ok, donc pour résumer, le secteur du transport est très rentable, mais il faut avoir de bons véhicules. Exact. Donc de préférence neuf, exact, en comptant 5 années d'exploitation. Exact. Et ça peut se rentabiliser assez rapidement si vous avez des marchés. Exact. Et derrière vous êtes dans le bénéfice. La grosse contrainte pour réussir, ça va être d'avoir de bons chauffeurs. Parce que la moralité du chauffeur va beaucoup jouer. Si vous avez un mauvais chauffeur, il va vendre vos pièces, il va vendre le carburant et il va vraiment jouer sur la rentabilité de votre business. Plusieurs marques sont possibles. L'allemand Mercedes, les français Renault, mais surtout les Chinois qui sont là de plus en plus avec de nouvelles marques et qui commencent à gagner des parts de marché sur le terrain. C'est un secteur qui a encore beaucoup d'années devant lui parce que les conditions dont on vous a parlé en début de vidéo ne sont pas prêtes de changer. Les pays qui sont enclavés vont le rester pour au moins encore pas mal d'années. Et derrière, les besoins, malheureusement, vont aller en grandissant. Parce que ces pays-là ne sont pas en train de fabriquer de plus en plus aujourd'hui. On fait le signe qui ne s'amuse pas à sortir. Ok, merci beaucoup de nous avoir édifié sur tout ceci. Vous savez maintenant ce qu'il faut savoir de base sur le domaine du transport. Si vous avez besoin d'aller un peu plus loin, vous pouvez réserver une séance de coaching avec Axel qui va vous donner un peu plus de détails parce que comme je vous dis, c'est un secteur qu'il maîtrise vraiment. Ça fait pas mal d'années qu'il travaille là-dedans. Donc si vous voulez savoir exactement, parce que là on vous a dit, on vous a donné les grandes lignes. Maintenant si vous voulez savoir précisément quel camion choisi, parce que il y a une panoplie de remorques, de semi-remorques, quel tonnage choisir, quel marché
peuvent être exploités, parce que là aussi il y a beaucoup de marchés possibles. Quel marché choisir? Parce qu'il faut le dire, l'une des grosses contraintes qu'il y a dans le transport, c'est la fiabilité des paiements. Parce que malheureusement, quand vous faites des transports internationaux notamment, vous êtes payé par des sociétés. Et qui dit paiement par société dit que vous avez souvent des difficultés à être payé dans les délais. Puisque certaines sociétés payent à 30, d'autres à 60 jours. Exact. Vous imaginez, vous travaillez aujourd'hui et vous êtes payé 60 jours plus tard. Or, pour faire le trajet, vous avez engagé tous les frais. Vous avez payé le carburant, vous ne pouvez pas payer le carburant 60 jours après. Vous avez payé le personnel, vous avez payé les péages, vous avez tout payé. Et vous devez être payé 60 jours après. Donc vous devez avoir la capacité financière de travailler pendant 2 mois sur tous vos camions avant de commencer à être payé. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Exact. Donc n'hésitez pas. L'achat d'un camion n'est pas le seul élément. Il faut noter que lorsque vous avez acheté un camion, il faut savoir le gérer. Et il y a un ensemble de process qui sont adaptés à nos contraintes. Et comme j'aime souvent le dire dans mon domaine, aujourd'hui, si je pourrais définir la logistique avec toute mon expérience, je dirais que c'est au-delà de toutes les définitions qu'on peut retrouver et qu'on peut donner dans diverses écoles. Je dirais que la logistique, c'est la maîtrise des contraintes de l'activité. Parce que lorsque vous avez maîtrisé vos contraintes, et toutes les contraintes, et pour ça il faut énormément de temps, vous pouvez adapter votre gestion afin qu'elle soit optimale. Et l'une des raisons pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs échouent dans le transport, c'est justement à cause de la gestion. Ils ont les moyens financiers, ils ont les chauffeurs qui vont avec, mais ils n'ont pas le mode de gestion approprié, les process appropriés. Quand je parle des process, je parle de la procédure de gestion des pannes, je parle de la procédure de gestion des voyages, je parle de la procédure de gestion des livraisons et naturellement, un autre point très important qui est la procédure de gestion des rentes qui se fait avec une bonne comptabilité analytique et autres et tout ça là. Donc n'hésitez pas pour des coachings ou des conseils à passer sur Investir au pays. Vous écrivez à contact@investiraupays.com, objet transport. Merci beaucoup, très bonne journée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est un secteur qui vous intéresse. Partageons là-dessus et puis je vous dis à très bientôt.